Chapitre 32, dans lequel Phileas Fogg engage une lutte directe contre la mauvaise chance. En partant, le China semblait avoir emporté avec lui le dernier espoir de Phileas Fogg. En effet, aucun des autres paquebots qui font le service direct entre l'Amérique et l'Europe, ni les transatlantiques français, ni les navires du White Star Line, ni les steamers de la compagnie Iman, ni ceux de la ligne hambourgeoise, ni autres, ne pouvaient servir le projet du gentleman. En effet, le Pereire de la compagnie transatlantique française, dont les admirables bâtiments égalent en vitesse et surpassent en confortable tous ceux des autres lignes, sans exception, ne partait que le surlendemain 14 décembre. Et d'ailleurs, de même que ceux de la compagnie hambourgeoise, ils n'allaient pas directement à Liverpool ou à Londres, mais au Havre, et cette traversée supplémentaire du Havre à Southampton, en retardant Phileas Fogg, eût annulé ses derniers efforts. Quant aux paquebots Iman, dont l'un, le City of Paris, mettait en mer le lendemain, il n'y fallait pas songer. Ces navires sont particulièrement affectés au transport des immigrants, leurs machines sont faibles, ils naviguent autant à la voile qu'à la vapeur, et leur vitesse est médiocre. Ils employaient à cette traversée de New York à l'Angleterre plus de temps qu'il n'en restait à Mr. Fogg pour gagner son pari. De tout ceci, le gentleman se rendit parfaitement compte en consultant son Bradshaw, qui lui donnait jour par jour les mouvements de la navigation transocéanienne. Passepartout était anéanti. Avoir manqué le paquebot de 45 minutes, cela le tuait. C'était sa faute à lui, qui, au lieu d'aider son maître, n'avait cessé de semer des obstacles sur sa route. Et quand il revoyait dans son esprit tous les incidents du voyage, quand il supputait les sommes dépensées en pure perte et dans son seul intérêt, quand il songeait que cet énorme pari, en y joignant les frais considérables de ce voyage inutile, ruinait complètement Mr. Fogg, il s'accablait d'injures. Mr. Fogg ne lui fit cependant aucun reproche, et en quittant le pied des paquebots transatlantiques, il ne dit que ces mots. « Nous aviserons demain. Venez. » Mr. Fogg, Miss Aouda, Fix, Passepartout traversèrent l'Hudson dans le Jersey City Ferry Boat et montèrent dans un fiacre qui les conduisit à l'hôtel Saint-Nicolas dans Broadway. Des chambres furent mises à leur disposition, et la nuit se passa. Courte pour Phileas Fogg, qui dormit d'un sommeil parfait, mais bien longue pour Miss Aouda et ses compagnons, auxquels leur agitation ne permit pas de reposer. Le lendemain, c'était le 12 décembre. Du 12, 7 heures du matin, au 21, 8h45 du soir, il restait 9 heures, 13 jours et 45 minutes. Si donc Phileas Fogg fût parti la veille par le China, l'un des meilleurs marcheurs de la ligne Cunard, il serait arrivé à Liverpool, puis à Londres, dans les délais voulus. Mr. Fogg quitta l'hôtel seul, après avoir recommandé à son domestique de l'attendre et de prévenir Miss Aouda de se tenir prête à tout instant. Mr. Fogg se rendit aux rives de l'Hudson, et parmi les navires amarrés au quai ou ancrés dans le fleuve, il rechercha avec soin ceux qui étaient en partance. Plusieurs bâtiments avaient leur guidon de départ et se préparaient à prendre la mer à la marée du matin, car dans cet immense et admirable port de New York, il n'est pas de jour où 100 navires ne fassent route pour tous les points du monde. Mais la plupart étaient des bâtiments à voile, et ils ne pouvaient convenir à Phileas Fogg. Ce gentleman semblait devoir échouer dans sa dernière tentative, quand il aperçut, mouillé devant la batterie, à une encablure au plus, un navire de commerce à hélice, de forme fine, dont la cheminée laissant échapper de gros flocons de fumée indiquait qu'il se préparait à appareiller. Phileas Fogg héla un canot, s'y embarqua, et en quelques coups d'aviron il se trouvait à l'échelle de l'Henrietta, steamer à coque de fer dont tous les hauts étaient en bois. Le capitaine de l'Henrietta était à bord. Phileas Fogg monta sur le pont et fit demander le capitaine. Celui-ci se présenta aussitôt. C'était un homme de 50 ans, une sorte de loup de mer, un bougon qui ne devait pas être commode, gros yeux, teint de cuivre oxydé, cheveux rouges, forte encolure, rien de l'aspect d'un homme du monde. « Le capitaine » demanda Mr. Fogg. « C'est moi. Je suis Phileas Fogg, de Londres, et moi, Andrew Speedy, de Cardiff. »« Vous allez partir ?»« Dans 1 heure. »« Vous êtes chargé pour ?»« Bordeaux. »« Et votre cargaison ?»« Des cailloux dans le ventre. Pas de fret, je pars sur l'est. »« Vous avez des passagers ?»« Pas de passagers, jamais de passagers. Marchandises encombrantes et résonnantes. »« Votre navire marche bien ?»« Entre 11 et 12 nœuds. L'Henrietta, bien connu. »« Voulez-vous me transporter à Liverpool, moi et 3 personnes ?»« À Liverpool ? Et pourquoi pas en Chine ?»« Je dis Liverpool. »« Non. »« Non. »« Non, je suis en partance pour Bordeaux, et je vais à Bordeaux. »« N'importe quel prix ?
N'importe quel prix. Le capitaine avait parlé d'un ton qui n'admettait pas de réplique. Mais les armateurs de l'Henrietta, reprit Phileas Fogg. Les armateurs, c'est moi, répondit le capitaine. Le navire m'appartient. Je vous l'affrète. Non. Je vous l'achète. Non. Phileas Fogg ne sourcilla pas. Cependant, la situation était grave. Il n'en était pas de New York comme de Hong Kong, ni du capitaine de l'Henrietta comme du patron de la Tankadère. Jusqu'ici, l'argent du gentleman avait toujours eu raison des obstacles. Cette fois-ci, l'argent échouait. Cependant, il fallait trouver le moyen de traverser l'Atlantique en bateau, à moins de le traverser en ballon, ce qui eût été fort aventureux et ce qui, d'ailleurs, n'était pas réalisable. Il paraît, pourtant, que Phileas Fogg eut une idée, car il dit au capitaine « Eh bien, voulez-vous me mener à Bordeaux ?»« Non, quand même vous me paieriez 200 $. Je vous en offre 2000. Par personne ? Par personne. Et vous êtes 4 ? 4. Le capitaine Speedy commença à se gratter le front comme s'il eût voulu en arracher l'épiderme. 8000 $ à gagner, sans modifier son voyage. Cela valait bien la peine qu'il mît de côté son antipathie prononcée pour toute espèce de passagers. Des passagers à 2000 $, d'ailleurs, ce ne sont plus des passagers, c'est de la marchandise précieuse. Je pars à 9 heures, dit simplement le capitaine Speedy. Et si vous et les vôtres, vous êtes là? À 9 heures, nous serons à bord, répondit non moins simplement Mr. Fogg. Il était 8h30. Débarquer de l'Henrietta, monter dans une voiture, se rendre à l'hôtel Saint-Nicolas, en ramener Miss Aouda, Passepartout, et même l'inséparable Fix auquel il offrait gracieusement le passage, cela fut fait par le gentleman, avec ce calme qui ne l'abandonnait en aucune circonstance. Au moment où l'Henrietta appareillait, tous 4 étaient à bord. Lorsque Passepartout apprit ce que coûterait cette dernière traversée, il poussa un de ces « Oh !» prolongés qui parcourent tous les intervalles de la gamme chromatique descendante. Quant à l'inspecteur Fix, il se dit que décidément la Banque d'Angleterre ne sortirait pas indemne de cette affaire. En effet, en arrivant et en admettant que le sieur Fogg n'en jetait pas encore quelques poignées à la mer, plus de 7000 livres manqueraient au sac à banknotes.